Bienvenue sur la chaîne Cauchemar Urbain. Maintenant, vous allez entendre l'histoire des poupées hantées. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce motel. Peut-être était-ce la fatigue d'avoir conduit toute la journée, ou peut-être autre chose, quelque chose qui tirait sur les bords effilochés de ma santé mentale. Le soleil se couchait lorsque j'ai quitté l'autoroute, le ciel teinté d'une couleur violette meurtrie, et l'air lourd avec la promesse de pluie. J'étais loin de toute grande ville, quelque part dans les entrailles de la campagne où les routes serpentaient comme des serpents à travers des forêts sombres et des champs qui s'étendaient à l'infini dans le néant. Je n'avais pas vu une autre voiture depuis des kilomètres. C'était là, l'auberge des poupées. L'enseigne au néon clignotait faiblement dans le crépuscule, projetant une lueur pâle et inquiétante sur le parking de Seuze. Gravier. Il y avait quelque chose de troublant à propos de cet endroit, un sentiment qui s'installait profondément dans mon ventre dès que je l'ai vu. C'était le genre de motel qui avait connu de meilleurs jours, peut-être des décennies auparavant. La peinture s'écaillait des murs et les fenêtres étaient sombres, comme des orbites vides. Mais j'étais fatigué, trop fatigué pour me soucier de quoi que ce soit d'autre que d'un lit et de quelques heures de sommeil. J'ai garé ma voiture et me suis dirigé vers la réception. Le hall était faiblement éclairé, encombré de vieux meubles dépareillés qui sentaient le moisi. Une odeur légère de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose de sucré et écœurant, flottait dans l'air. Il n'y avait personne à la réception, juste une petite cloche que j'ai sonnée timidement. Le son résonnait dans le silence, anormalement fort. Une porte a grincé derrière le comptoir et une femme est sortie. Une femme qui entrait mes cauchemars pour le reste de ma vie. Elle était ancienne, sa peau, un réseau de rides qui semblait à peine tenir ensemble. Ses cheveux étaient blancs et fins, tirés en un chignon serré qui ne faisait qu'accentuer la netteté de ses traits. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'était ses yeux, noirs, perçants et brillants d'une étrange intensité, comme s'ils pouvaient voir à travers moi, jusqu'à mon âme. « Comment puis-je vous aider, jeune homme ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, un chuchotement qui fit frissonner ma colonne vertébrale. J'ai avalé difficilement, soudainement incertain de moi-même. « J'ai besoin d'une chambre pour la nuit », ai-je répondu dans mon français hésitant, essayant de garder ma voix stable. « Bien sûr », dit-elle en tendant la main sous le comptoir pour récupérer une clé. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle me la tendit. La clé était vieille, le métal froid contre ma paume. « Chambre numéro 7 ». Elle ne demanda pas de paiement, et je ne l'offris pas. Je voulais juste atteindre la chambre, mettre de la distance entre moi et ses yeux. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, jeune homme ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de quelque chose qui ressemblait à de la malveillance, bien que je n'en sois pas sûr. « Non », murmurai-je, me détournant de son regard aussi vite que possible. Alors que je me dirigeais vers le couloir, je pouvais sentir son regard sur moi. La sensation fit frissonner ma peau. Le couloir était étroit et faiblement éclairé, les murs recouverts de papier peint fané et écaillé, qui avaient peut-être été fleuris autrefois, mais qui ressemblaient maintenant plus à une série de motifs étranges et abstraits. Le sol craquait sous mes pieds à chaque pas, le bois protestant à chaque mouvement. Quand j'ai atteint la chambre numéro 7, j'ai hésité un instant avant de déverrouiller la porte. Quelque chose dans cet endroit semblait profondément anormal, mais la fatigue embrouillait mes pensées. J'étais au-delà de la rationalité, au-delà de la logique. J'avais juste besoin de dormir. La chambre était petite et poussiéreuse, avec un lit simple recouvert d'une couverture à fleurs fanées. Il y avait une commode contre un mur, une coiffeuse démodée avec un miroir fissuré contre un autre. L'air était épais et oppressant, le genre d'air vicié qui avait été emprisonné pendant des années. Je frissonnais involontairement. Mais ce furent les poupées qui me stoppèrent net. Elles étaient partout, alignées sur la commode, perchées sur la coiffeuse, assises dans les coins de la chambre. Toutes étaient anciennes, avec des visages en porcelaine ébréchés et fissurés, leurs yeux grands ouverts, sans cligner des paupières, comme si elles me regardaient. Il devait y en avoir au moins 2 douzaines, de tailles et de styles différents, vêtus de vêtements anciens et délavés. Leurs visages étaient étrangement réalistes, mais figés dans des expressions allant de serein à sinistre. Je me dis que ce n'était qu'une coïncidence, que la vieille femme qui dirigeait l'endroit avait probablement une obsession étrange pour les poupées. Mais cela n'aidait pas. Leur vue me remplissait d'une terreur inexplicable,
une peur qui rongeait les bords de mon esprit. Je me forçai à bouger, à traverser la chambre et poser mon sac sur le lit. Le matelas grinça sous le poids, les ressorts gémissant comme s'ils souffraient. J'essayais d'ignorer la sensation de centaines de petits yeux fixés sur moi pendant que je me changeais pour la nuit. Je pouvais sentir mon pouls s'accélérer, ma peau picoter d'inquiétude. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années, cette peur insidieuse qui chuchotait à mon oreille, me disant de partir, de m'enfuir tant que je le pouvais encore. Mais où irais-je? J'étais au milieu de nulle part, entouré de kilomètres de forêts sombres, sans aucune autre option à des kilomètres. Je secouai la tête, essayant de chasser ces pensées irrationnelles. Ce n'est qu'une chambre, murmurai-je à moi-même, juste une stupide chambre avec des poupées stupides. Tu es ridicule. Mais peu importe combien j'essayais de me convaincre, la peur ne me quittait pas. Je m'allongeai sur le lit, tirant les couvertures sur moi dans une tentative futile de me sentir en sécurité. Les ressorts s'enfonçaient dans mon dos, rendant impossible toute forme de confort. Je fermai les yeux, mais l'obscurité derrière mes paupières était remplie d'images de ces poupées, leurs yeux vitreux me fixant, leurs bouches tordues en sourires cruels. Chaque grincement des planches du sol, chaque bruissement du vent à l'extérieur me faisait sursauter, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je ne sais pas combien de temps je restai là, oscillant à la limite du sommeil, avant que cela n'arrive. Un léger bruit de froissement, à peine audible par-dessus les battements de mon cœur. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, et je tendis l'oreille pour l'entendre à nouveau. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac d'une vieille horloge quelque part au loin. Mais alors, je l'entendis de nouveau, cette fois plus près. Les poupées n'avaient pas bougé. Bien sûr que non. Ce n'étaient que des jouets, de simples objets inanimés qui ne pouvaient pas bouger d'eux-mêmes. Mais malgré tout, la peur continuait de me ronger, implacable et insistante. Je me dis que ce n'était rien. J'étais fatigué, mon esprit me jouait des tours, mais ensuite, je l'entendis encore, plus fort cette fois. Un doux grattement, comme quelque chose qui glissait sur le sol. Ma respiration se bloqua dans ma gorge, alors que je me redressais, mes yeux scrutant la chambre. Les poupées étaient exactement là où elles étaient lorsque j'étais entré pour la première fois, leur position inchangée. Mais la peur ne faisait que grandir, s'enroulant autour de ma poitrine comme un étau. Je balançais mes jambes sur le côté du lit, mes pieds touchant le sol en bois froid. L'air semblait plus froid maintenant, l'atmosphère oppressante encore plus étouffante. Je ne pouvais pas rester dans cette chambre. Je devais sortir, quitter cet endroit avant de perdre la raison. Je saisis mon sac et me dirigeai vers la porte, sans même prendre la peine de me changer de pyjama. Je devais partir, échapper à ce cauchemar. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, je sentis une présence derrière moi. Les poils sur ma nuque se dressèrent, ma respiration se bloqua dans ma gorge. Je ne voulais pas me retourner, je ne voulais pas voir ce qui était là, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Lentement, je me retournais, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Les poupées étaient toujours là où je les avais laissées, mais quelque chose avait changé. Leurs yeux, ces yeux froids et vitreux, semblaient être fixés sur moi, leurs regards inébranlables, suivant chacun de mes mouvements. C'était comme si elles étaient vivantes, conscientes, me surveillant, avec une intensité qui me glaçait le sang. L'une d'elles, une grande poupée avec des cheveux bouclés bruns et une robe bleue, n'était plus assise sur la coiffeuse. Elle était maintenant sur le sol, sa tête inclinée à un angle anormal, comme si elle avait été jetée ou poussée. Mais je ne l'avais pas touchée, j'en étais sûr. Je reculais, ma main tremblant alors que je tendais de nouveau la main vers la poignée de la porte. Cette fois, quand je l'ouvris, je me retrouvai face à la vieille femme debout dans le couloir, son expression indéchiffrable. « Tout va bien, jeune homme ?» demanda-t-elle, sa voix encore plus basse qu'avant, presque un murmure. Je ne pouvais pas parler, ma gorge trop serrée par la peur. Je me contentais de hocher la tête, essayant de forcer un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Elle s'approcha, ses yeux se plissant en regardant au-delà de moi dans la chambre. « Elle n'aime pas être seule la nuit, » dit-elle, sa voix douce mais imprégnée de quelque chose qui me fit frissonner. « Les poupées, je veux dire, elles n'aiment pas être seules. » Je la regardais, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire, mais trop effrayé pour poser des questions. Mon cœur battait la chamade,
mon esprit me hurlant de courir, de quitter cet endroit aussi vite que possible. « Il vaut mieux rester avec elle », continua-t-elle, sa voix prenant un ton étrange, presque apaisant. « Vous ne voudriez pas qu'elle se sente abandonnée ?» Sans attendre ma réponse, elle se retourna et s'éloigna dans le couloir, me laissant là, figé sur place. L'air était lourd, imprégné de l'odeur de la décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. Je claquai la porte, ma respiration haletante. Je ne pouvais pas rester ici, pas une seconde de plus. Je devais partir, peu importe ce qu'il en coûtait. Mais lorsque je me retournai vers la chambre, une vague de nausée me submergea. Les poupées avaient bougé. Elles n'étaient plus assises ou debout à leur position précédente. À la place, elles faisaient toutes face à la porte, leurs yeux fixés sur moi avec une intensité terrifiante. Je reculais, mon esprit tourbillonnant de peur et d'incrédulité. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas arriver. Mais peu importe combien j'essayais de me convaincre, l'évidence était là, juste devant moi. Elles étaient vivantes. Je me précipitai vers la porte, ma main tâtonnant sur la serrure dans ma panique. Mais avant que je ne puisse tourner la poignée, la porte s'ouvrit d'elle-même, révélant la vieille femme debout. Là encore une fois, son visage tordu en un sourire cruel. « Il est trop tard pour partir », murmura-t-elle, sa voix dégoulinant de malveillance. « Elles t'ont déjà choisi. » Avant que je ne puisse réagir, elle avança, me repoussant dans la chambre avec une force surprenante. Je trébuchais et tombais au sol, le souffle coupé. Quand je levai les yeux, elle se tenait au-dessus de moi, son sourire s'élargissant, devenant plus tordu. « Elle cherche toujours quelqu'un de nouveau, » dit-elle, sa voix maintenant chantante. « Quelqu'un pour rester avec elle pour toujours. » J'essayais de ramper et de crier, mais aucun son ne sortait. Mon corps semblait être écrasé sous un poids invisible, mon esprit se fracturant sous la terreur qui me consumait, et puis, comme dans un rêve, je me sentis être soulevé, mon corps flottant au-dessus du lit. Les poupées regardaient en silence, leurs yeux brillants, d'une lumière impie. Je pouvais sentir leur présence, leurs pensées envahissant mon esprit, me murmurant dans une langue que je ne comprenais pas. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir, c'est la voix de la vieille femme, douce et moqueuse, murmurant à mon oreille « Bienvenue chez toi ». Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans la chambre. J'étais debout, au milieu d'un champ, le soleil brillant au-dessus de ma tête. Le motel avait disparu, remplacé par une étendue infinie d'herbes et d'arbres. Je regardais mes mains, m'attendant à voir ma peau habituelle, mais à la place, je vis de la porcelaine, lisse, froide et parfaite. J'essayais de bouger, de parler, mais je ne pouvais pas. Mon corps était figé, mes membres raides et immobiles. J'étais piégé, prisonnier de mon propre corps, incapable de crier, incapable de demander de l'aide. Et puis j'ai réalisé la vérité, l'horrible vérité, qui a brisé le peu de santé mentale qui me restait. J'étais l'un d'eux maintenant. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, vous allez entendre l'histoire de Respirer dans le noir. Je n'ai jamais été du genre à croire aux fantômes ou au surnaturel. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle, quelqu'un qui cherche des explications logiques aux choses. Mais ce qui m'est arrivé cette nuit froide d'octobre m'a laissé remettre en question tout ce que je pensais savoir. Peut-être que raconter cette histoire m'aidera à y voir plus clair, ou peut-être que cela me plongera encore plus profondément dans la folie qui ronge mon esprit depuis. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de la raconter, de l'extraire de ma tête. Tout a commencé par un voyage. Je conduisais de Richmond à Blacksburg, un trajet que j'avais déjà fait des dizaines de fois. J'étais étudiant en master à Virginia Tech et j'avais passé le week-end à Richmond pour rendre visite à mes parents. Le plan était de repartir le dimanche soir, ce qui me laisserait suffisamment de temps pour me préparer avant la reprise des cours le lundi. Mais le destin en a décidé autrement, et je suis parti en retard. Lorsque je suis finalement parti, le soleil était déjà en train de se coucher, et les routes de montagne sinueuses allaient à bientôt être plongées dans l'obscurité. Alors que je conduisais, mes pensées étaient un mélange confus. La rupture avec Sarah était encore récente, les blessures à vif. Nous avions été ensemble pendant presque 3 ans, et je pensais qu'elle était la bonne. Mais au final, la pression des études, la distance et nos chemins divergents ont eu raison de nous. Ce n'était pas une rupture dramatique, mais plutôt une lente désintégration qui m'a laissé un vide à l'intérieur.
C'est pour cela que j'ai décidé de prendre la route panoramique pour rentrer, espérant clarifier mes pensées et peut-être trouver un peu de paix dans la solitude des montagnes. La météo avait été imprévisible toute la journée, avec des averses intermittentes et des rafales de vent qui rendèrent la conduite plus difficile que d'habitude. Lorsque j'ai atteint les contreforts des montagnes Blue Ridge, le ciel était devenu d'un gris profond et menaçant, et les premières gouttes d'une nouvelle tempête ont commencé à s'écraser contre mon pare-brise. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'horloge, 20h13. L'obscurité s'installait rapidement et il me restait encore des kilomètres à parcourir. À mesure que la pluie redoublait, mon malaise augmentait. La route devant moi était un ruban d'asphalte tortueux, bordé de bois dense qui semblait se refermer sur les côtés. Mes phares perçaient à peine la pénombre et la visibilité était mauvaise. Je me suis retrouvé à serrer le volant fermement, les jointures blanches. Il n'y avait aucun signal de téléphone, aucune station de radio captée, juste le bruit de la pluie et le gémissement occasionnel du vent. Puis, sorti de nulle part, je l'ai vu. Une enseigne aux néons clignotantes juste devant, à peine visible à travers les rideaux de pluie. Motel Vue sur la forêt était-il écrit, les lettres brillant faiblement sous la pluie battante. La vue de cette enseigne a provoqué un mélange étrange de soulagement et d'appréhension. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, mais la météo empirait, et l'idée de passer la nuit sur le bord de la route devenait de moins en moins attrayante. J'ai ralenti en approchant du motel, me garant sur le petit parking en gravier. L'endroit semblait avoir été abandonné depuis des années. Le bâtiment lui-même était une structure de plein pied, longue et basse, avec une rangée de portes donnant directement sur le parking. Le bardage en bois était usé et fissuré, et le toit s'affaissait par endroits. L'enseigne au néon bourdonnait et clignotait, projetant une lueur inquiétante sur la scène. Je me suis garé à côté d'un vieux pick-up rouillé qui avait l'air d'être là depuis l'ouverture du motel. Il n'y avait pas d'autre voiture, aucun signe de vie. Pendant un instant, j'ai envisagé de continuer ma route, mais la pluie tombait maintenant à verse, et l'idée de naviguer sur ces routes dangereuses dans le noir m'a convaincu de rester. J'ai attrapé mon sac de voyage sur le siège arrière, j'ai relevé ma capuche et j'ai couru vers le bureau. La porte a grincé lorsque je l'ai poussée et j'ai été immédiatement frappé par l'odeur de cigarettes froides et de moisies. L'intérieur était faiblement éclairé par une seule ampoule suspendue et les murs étaient recouverts de lambris en bois décoloré. Un petit bureau se trouvait contre un mur avec une cloche en laiton posée dessus. Derrière le bureau, une porte menait à ce que je supposais être une arrière-salle. L'endroit avait une atmosphère lourde et oppressante, comme si l'air lui-même était alourdi par des années de négligence. J'ai sonné la cloche, le son aigu résonnant dans le silence. Pendant quelques instants, rien ne s'est passé. J'étais sur le point de sonner à nouveau. Quand la porte derrière le bureau s'est lentement ouverte, et un homme est sorti en traînant les pieds. Il était vieux, vraiment très vieux, avec des cheveux blancs et fins qui couvraient à peine son crâne. Sa peau était jaunâtre et ridée, pendante sur ses os, et ses yeux étaient laiteux à cause des cataractes. Il avait l'air de ne pas avoir vu le soleil depuis des années. « Besoin d'une chambre ?» a-t-il demandé d'une voix rauque et cassante, comme des feuilles mortes sous les pas. « Oui », ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable, « juste pour la nuit. » Le vieil homme a lentement hoché la tête, ses yeux troubles semblant percer à travers moi, tandis qu'il fouillait sous le bureau et sortait une clé. Elle était attachée à un porte-clés en bois, lisse et usé par des années d'utilisation. Le numéro 7 y était gravé, à peine lisible. « Chambre 7 », a-t-il dit, en faisant glisser la clé sur le bureau vers moi. « C'est la dernière au bout. » J'ai hésité un moment, ressentant un étrange malaise m'envahir. Il y avait quelque chose dans cet endroit, dans cet homme, qui ne me semblait pas normal. Mais j'ai secoué la tête, me disant que j'étais paranoïaque. Ce n'était qu'un vieux motel, rien de plus. J'ai tendu quelques billets, que l'homme a pris sans un mot, puis je suis sorti sous la pluie. La chambre 7 était à l'extrémité du bâtiment, la porte légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un était parti précipitamment. La lumière au-dessus de la porte était éteinte, laissant l'entrée plongée dans l'obscurité. J'ai poussé la porte et suis entré, tâtonnant pour trouver l'interrupteur. La lumière au plafond a vacillé avant de s'allumer, projetant une lueur jaune pâle sur la pièce. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, simple et miteux. Un seul lit avec un matelas affaissé
était adossé à un mur, recouvert d'une couverture fine et rêche. Une petite commode avec un miroir fissuré se trouvait en face du lit et une table de chevet avec une lampe rouillée était nichée dans un coin. La moquette était usée et tachée, et le papier peint se décollait par endroits, révélant des taches de moisissure en dessous. La pièce sentait légèrement l'humidité et quelque chose d'autre, quelque chose de vieux et de moisi. J'ai posé mon sac sur le lit et je me suis assis à côté, passant une main dans mes cheveux mouillés. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Et tout ce que je voulais, c'était dormir. La pluie continuait de tambouriner sur le toit, et le vent hurlait à l'extérieur, faisant trembler les fenêtres dans leur cadre. J'ai enlevé mes chaussures, sans prendre la peine de me déshabiller, et je me suis allongé sur le lit. Les ressorts ont crié sous mon poids, mais peu m'importait. Je voulais juste dormir, mais le sommeil ne venait pas facilement. Mon esprit était un tourbillon de pensées, des souvenirs de Sarah, la rupture, le long trajet, et cette étrange sensation de malaise qui m'avait envahi depuis mon arrivée au motel. Je me suis tourné et retourné, essayant de trouver une position confortable, mais le lit était bosselé et irrégulier, et la couverture était trop fine pour offrir une réelle chaleur. Je l'ai tiré jusqu'à mon menton et j'ai fermé les yeux, m'efforçant de m'endormir. C'est alors que je l'ai entendu. Au début, je pensais que ce n'était que le vent, un bruit doux et rythmique qui se mêlait à la tempête dehors. Mais en restant allongé là à écouter, j'ai réalisé que ce n'était pas le vent, c'était une respiration, lente, profonde et régulière, comme si quelqu'un était allongé juste à côté de moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et je suis resté parfaitement immobile, tendant l'oreille pour entendre, malgré les battements de mon propre pouls. La respiration était faible mais indubitable, et elle venait du côté opposé de la pièce, près de la porte. Un frisson a parcouru mon échine, et j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que j'imaginais des choses, que c'était le vent ou les grincements du vieux bâtiment. Mais le son persistait, doux et régulier, comme si quelqu'un ou quelque chose était là avec moi dans la pièce. Je me suis lentement redressé, le souffle coupé, et j'ai regardé vers la porte. La pièce était sombre, la seule lumière venant de l'ampoule vacillante au plafond, mais je pouvais clairement voir le contour de la porte. Elle était fermée comme je l'avais laissée, mais la respiration, elle était toujours là, venant du même endroit. J'ai tendu la main vers la lampe sur la table de chevet, ma main tremblante cherchant l'interrupteur. La lampe s'est allumée, projetant un cercle de lumière pâle dans la pièce, mais il n'y avait rien là, personne, rien. Juste les vieux meubles usés et le papier peint qui se décollait. J'ai poussé un soupir tremblant, me disant que j'étais ridicule. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce que moi. C'était juste mon esprit qui me jouait des tours, une combinaison d'épuisement et de l'atmosphère oppressante du motel. J'étais bien, il me fallait juste dormir. Mais même en me rallongeant, tirant la couverture bien serrée autour de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que je n'étais pas seul. La respiration s'était arrêtée, mais la pièce semblait étrange, comme si l'air lui-même était chargé d'une présence invisible. J'ai fermé les yeux, essayant d'ignorer cette sensation, essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais ensuite, je l'ai senti, une sensation froide et humide, comme le souffle de quelqu'un sur la nuque. J'ai bondi du lit, mon cœur battant à tout rompre, et me suis retourné, mais la pièce était vide. Il n'y avait personne là, personne qui aurait pu être aussi proche de moi. J'ai fixé l'endroit où j'avais senti ce souffle, mon esprit en ébullition. Que diable se passait-il? La lampe a vacillé, projetant de longues ombres dansantes sur les murs, et pendant un moment, j'ai cru voir quelque chose, une silhouette, une forme se tenant juste en dehors du cercle de lumière. Mais quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu, ne laissant que le faible contour de la porte. La panique s'est emparée de moi. Je devais sortir de là. J'ai attrapé mon sac et j'ai balancé mes jambes hors du lit, mes mains tremblantes essayant d'enfiler mes chaussures. Je devais partir, m'éloigner de cet endroit. Mais alors que je tendais la main vers la porte, je l'ai entendu à nouveau, un murmure doux, si faible que je pouvais à peine distinguer les mots. « Ne pars pas ». La voix était douce, presque suppliante,
et elle a déclenché une vague de terreur en moi. Je suis resté figé, la main en suspens au-dessus de la poignée, mon esprit criant de fuir. Mais quelque chose me retenait sur place, une peur primordiale que je n'arrivais pas à secouer. Je me suis lentement retourné, mon cœur battant à tout rompre, et là, debout dans le coin de la pièce, juste en dehors, de la portée de la lumière de la lampe, se tenait une silhouette. Elle était grande et mince, ses traits obscurcis par l'obscurité, mais je pouvais voir ses yeux, pâles et luisants, comme deux petites lumières dans les ombres. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, et pendant un moment je n'ai pas pu bouger. La silhouette restait là, me regardant, sa respiration lente et régulière, en parfaite synchronisation avec la mienne. J'ai senti une sueur froide perler sur ma peau, et mes jambes ont commencé à trembler. « Que veux-tu » ai-je chuchoté, ma voix à peine audible par-dessus les battements de mon propre cœur. La silhouette n'a pas répondu, n'a pas bougé. Elle est restée là, à me regarder, à attendre. Puis, lentement, elle a commencé à avancer vers moi, ses pas silencieux sur la moquette usée. J'ai reculé, mon esprit tournant à toute vitesse, mais il n'y avait nulle part où aller. La porte était juste derrière moi, mais je n'arrivais pas à l'atteindre. Je ne pouvais pas tourner le dos à cette chose. Elle s'est arrêtée à quelques pas de moi, ses yeux pâles fixés sur les miens. Je pouvais voir son visage maintenant, ou ce qu'il en restait, creux et émacié, avec la peau tendue sur les os. Sa bouche s'est ouverte, et j'ai entendu ce même murmure, cette même voix suppliante. Je suis si seul. Les mots ont déclenché une décharge de terreur en moi, et j'ai finalement trouvé la force de bouger. J'ai ouvert la porte à toute vitesse, et je me suis enfui, courant aussi vite que je le pouvais sous la tempête. La pluie m'a frappé comme un mur, froide et implacable, mais je n'y prêtais pas attention. Je continuais de courir, mes pieds frappant le gravier alors que je fuyais le motel, cette chose. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre ma voiture, ma poitrine haletante, mes vêtements trempés. J'ai fouillé mes poches pour trouver les clés, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à ouvrir la porte. Finalement, j'ai réussi à entrer, claquant la porte derrière moi et la verrouillant. Je suis resté là un moment, mon souffle court et irrégulier, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien à comprendre. J'avais vu quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne devrait pas exister. Et maintenant, c'était gravé dans mon esprit, un souvenir dont je savais que je ne pourrais jamais me libérer. J'ai démarré la voiture et quitté le parking en trombe, les pneus dérapant sur le gravier mouillé. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne voulais pas voir si cette silhouette était encore là, me regardant partir. J'ai juste conduit, mes mains crispées sur le volant, mes jointures blanches. Je ne savais pas où j'allais, juste loin, aussi loin que possible. Ce n'est que lorsque j'ai atteint la route principale à des kilomètres du motel que j'ai commencé à me calmer. La pluie s'était calmée en une fine bruine, et les nuages de la tempête commençaient à se dissiper, révélant des éclats de ciel clair au-dessus de ma tête. Je me suis arrêté sur le bas-côté de la route, mon cœur battant encore la chamade, et j'ai pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que je venais de voir? Était-ce réel, ou était-ce juste une hallucination provoquée par le stress et l'épuisement? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais jamais retourner à cet endroit, ne jamais revoir cette silhouette. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Blacksburg comme un automate, mon esprit repassant en boucle les événements de cette nuit. Quand je suis arrivé à mon appartement, le soleil commençait à se lever, projetant une lumière pâle sur le monde. Mais même en pleine journée, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de terreur qui s'était installé en moi. C'était comme une ombre qui me suivait partout, tapie juste hors de vue, attendant que l'obscurité revienne. Pendant des semaines, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette silhouette. J'entendais cette voix douce et suppliante. Les cauchemars étaient incessants, et je me suis retrouvé à éviter le noir, gardant toutes les lumières de mon appartement allumées à tout moment. J'ai même commencé à dormir avec la télévision allumée, juste pour noyer le silence. Mais cela n'a servi à rien. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit. Je suis devenu paranoïaque, sursautant au moindre bruit, à la moindre ombre. Mes notes ont commencé à baisser, et je me suis éloigné de mes amis, m'isolant dans une tentative désespérée d'échapper à la terreur qui avait pris le contrôle de ma vie. Et puis, une nuit, cela s'est reproduit.
J'étais allongé dans mon lit, la télévision projetant une lueur douce dans la pièce, quand je l'ai entendue, cette respiration lente et régulière. Mon cœur s'est emballé et je me suis redressé, les yeux écarquillés de peur. La pièce était vide, comme elle l'était avant, mais je savais ce que j'avais entendu. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement, marchant de long en large, mon esprit en ébullition. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas la laisser me retrouver. J'ai attrapé mes clés et je suis parti, conduisant sans but à travers les rues désertes, essayant de fuir la peur. Mais cela ne servait à rien. Les cauchemars me suivaient partout où j'allais, et cette respiration, cette sensation froide et moite, était toujours là, attendant le bon moment pour frapper. Je savais que je ne pouvais pas continuer à fuir. Quoi que ce soit, c'était maintenant une partie de moi, une ombre qui me suivrait pour le reste de ma vie. Je ne sais pas pourquoi cela m'a choisi, pourquoi cela s'est accroché à moi, mais une chose est sûre, je ne pourrai jamais y échapper. Alors si jamais vous vous trouvez en train de conduire sur les routes secondaires de Virginie et que vous voyez une enseigne au néon clignotante indiquant motel vue sur la forêt, continuez votre chemin. Ne vous arrêtez pas, peu importe à quel point vous êtes fatigué, peu importe à quel point vous êtes désespéré, car une fois que vous entrez dans cette chambre, une fois que vous entendez cette respiration dans le noir, elle ne vous lâchera jamais. Je l'ai acceptée maintenant. Je sais que peu importe où j'irai, peu importe ce que je ferai, elle sera toujours là, tapie dans l'ombre, attendant que l'obscurité tombe. Et quand elle tombera, je l'entendrai. Cette respiration lente et régulière, ce souffle froid contre ma nuque, ce murmure qui hante chacun de mes moments éveillés. Je suis si seul, et peut-être, juste peut-être, un jour, j'arrêterai de fuir. Peut-être que je céderai enfin, que je me laisserai emporter, que je me laisserai attirer dans l'obscurité où elle attend. Peut-être alors la peur cessera-t-elle enfin. Mais jusqu'à ce jour, je continuerai à avancer, à fuir, à me battre pour rester dans la lumière. Car tant que je peux la voir, tant que je peux m'accrocher à la chaleur et à la clarté, je sais que je serai en sécurité. Mais l'obscurité est toujours là, tapie, et un jour, elle me rattrapera. Et quand ce jour viendra, je serai prêt. Du moins, c'est ce que je me dis. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, vous allez entendre l'histoire du condamné dangereux. Ça devait être une nuit tranquille de plus au motel. C'est ce que je me disais, en restant assis derrière le comptoir. La lumière vacillante de la vieille télévision jetant une lueur terne sur le hall usé. Le motel du repos montagnard n'était pas exactement le Ritz, mais c'était un boulot. Et pour un gars comme moi, fraîchement sorti de l'université sans vraiment de plan, c'était suffisant. J'étais le réceptionniste de nuit, celui qui veillait à ce que tout se passe bien pendant que le reste du monde dormait. La plupart des nuits, c'était juste moi, une tasse de mauvais café, et de temps en temps un voyageur fatigué à la recherche d'un endroit bon marché où passer la nuit. Mais cette nuit-là, les choses étaient différentes. Je me souviens que c'était un mercredi, en plein milieu de la semaine, un moment où il ne se passe jamais rien. Le temps avait changé, le ciel dehors était un tourbillon de nuages sombres, menaçant de pleuvoir. J'avais les informations en fond sonore, sans vraiment y prêter attention, juste pour combler le silence. Les gros titres habituels, des politiciens qui se disputent, des célébrités qui se ridiculisent, rien d'inhabituel. Mais ensuite, le ton du présentateur a changé. Quelque chose a capté mon attention. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran juste à temps pour voir les mots « dernière minute » défiler en bas. Il parlait d'une évasion de prison, quelque part dans le nord, à quelques heures de là où se trouvait le motel. Je n'ai pas saisi tous les détails au début, juste qu'un prisonnier dangereux s'était échappé d'un établissement psychiatrique et qu'il était censé se diriger vers le sud. Génial, murmurai-je pour moi-même en m'appuyant sur ma chaise. C'est vraiment ce qu'il nous fallait, un cinglé en cavale. J'aurais dû prêter plus d'attention. J'aurais dû prendre ça plus au sérieux. Mais à ce moment-là, c'était juste une autre mauvaise nouvelle, dans un monde plein de mauvaises nouvelles. Au lieu de ça, je me suis concentré sur des préoccupations plus immédiates. Commander une pizza ou me contenter du sandwich que j'avais ramené de chez moi. Le motel était calme, comme d'habitude. Seules quelques voitures étaient garées sur le parking, et la plupart des clients étaient déjà enregistrés et installés pour la nuit. Alors que je réfléchissais à mes options pour le dîner,
La porte a retenti, signalant l'entrée de quelqu'un dans le hall. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir un voyageur fatigué, ou peut-être un camionneur cherchant un endroit pour se reposer. Mais ce que j'ai vu à la place m'a glacé le sang. L'homme qui est entré n'était comme personne que j'avais jamais vu auparavant. Il était grand et maigre, presque décharné, avec des yeux fous qui scrutèrent la pièce comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ses vêtements étaient sales et déchirés, tachés de ce qui ressemblait à du sang, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'approchait du comptoir. L'odeur m'a frappé avant même qu'il ne m'atteigne. La sueur, la terre et quelque chose de métallique. Quelque chose qui ressemblait indubitablement à du sang. « Bonsoir », dis-je, en essayant de garder ma voix calme tout en forçant un sourire. « Puis-je vous aider ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de me fixer les yeux grands ouverts et sans ciller, comme s'il essayait de savoir si j'étais réel. Ses lèvres frémirent, comme s'il allait dire quelque chose, mais il s'arrêta, secouant légèrement la tête. Je pouvais sentir mon cœur commencer à s'emballer, mes instincts me hurlant que quelque chose n'allait pas. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone sur le comptoir, me demandant si je devais appeler la police, mais je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Peut-être qu'il était juste un gars qui avait eu une mauvaise nuit, quelqu'un qui avait besoin d'aide. « Vous cherchez une chambre ?» demandai-je, ma voix trahissant un soupçon de nervosité. Cette fois, il hocha la tête, mais c'était un mouvement lent, saccadé, comme s'il n'avait pas complètement le contrôle de son propre corps. Son regard se porta sur le porte-clés derrière moi, puis revint à mon visage. « Ouais », finit-il par dire, sa voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « Une chambre. » Je hochai la tête, essayant de garder les choses normales. « D'accord, j'aurai besoin d'une pièce d'identité et du paiement. Combien de temps rester ? Vous » Il hésita encore, ses yeux se plissant. Juste pour cette nuit. Je pris le formulaire d'enregistrement, mes doigts frôlant le bord du téléphone. Je pensais à composer le 911, mais quelque chose m'en empêcha. Et si je me trompais ? Et si c'était juste un pauvre gars qui avait eu un accident et qui avait besoin d'un endroit pour dormir ? Je ne voulais pas faire de scène, je ne voulais pas réagir de manière excessive. « Vous avez des bagages ?» demandai-je, espérant le détendre, rendre cette situation plus normale. « Non », répondit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je remplis le formulaire pour lui, notant la manière dont ses mains tremblaient en me regardant. Lorsque je lui tendis le stylo, il le prit avec une main tremblante, signant son nom d'un gribouillis à peine lisible. Ses doigts effleurèrent les miens en me rendant le stylo, et je sentis un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Je lui remis la clé de la chambre 12, l'une des chambres situées à l'autre bout du motel. « C'est juste au bout du couloir, à gauche. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» Il secoua la tête, ses yeux toujours rivés aux miens. « Non, juste du calme. »« Bien sûr, » dis-je en forçant un autre sourire. « Passez une bonne nuit. » Il se retourna et s'éloigna, ses mouvements raides et maladroits, comme s'il essayait de se contenir. Je le regardais partir, la tension dans ma poitrine diminuant lentement alors qu'il disparaissait dans le couloir. Mais dès qu'il fut hors de vue, la peur revint en force. Je pris le téléphone, mes mains tremblant, en composant le numéro de la police locale. Mon esprit tournait à toute allure, l'image des yeux fous de l'homme gravée dans ma mémoire. Je ne savais pas avec certitude s'il était le condamné. Évadé, mais quelque chose au fond de moi me disait que je ne pouvais pas ignorer cette possibilité. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, puis une voix répondit, une voix calme, professionnelle, qui ne fit qu'aggraver ma peur. « Commissariat du comté, en quoi puis-je vous aider ?» J'avalai difficilement, essayant de garder ma voix stable. « Bonsoir. Je suis le réceptionniste du motel du repos montagnard, et il y a un homme ici qui vient de s'enregistrer. Il agit bizarrement. Je ne sais pas si c'est quelque chose, mais avec cette nouvelle de l'évasion, l'officier à l'autre bout de la ligne resta silencieux un moment, puis demanda « Pouvez-vous le décrire ?» Je leur donnai une description de l'apparence de l'homme, mon cœur battant à tout rompre tout au long de la conversation. J'entendis le son des touches frappées en arrière-plan, puis la voix de l'officier revint plus pressante cette fois. « Restez où vous êtes, verrouillez les portes et ne le confrontez pas. Nous envoyons une unité à votre emplacement tout de suite. Ne lui faites surtout pas savoir que vous nous avez appelés. »
Je hochai la tête, bien que l'officier ne puisse pas me voir. « D'accord, je reste ici. »« Bien. Restez en ligne avec moi jusqu'à l'arrivée des agents. Pouvez-vous faire ça ?»« Ouais, » dis-je, ma voix tremblante. « Ouais, je peux faire ça. » Pendant que j'attendais, les secondes s'étirèrent en minutes, chacune plus longue que la précédente. Le hall semblait trop calme, trop vide, et chaque grincement du bâtiment me faisait sursauter. Je gardais les yeux fixés sur le couloir, m'attendant à ce que l'homme réapparaisse à tout moment, mais le seul son était le bourdonnement faible des vieilles lumières fluorescentes au-dessus. « Quel est votre nom ?» demanda l'officier, essayant de me calmer. « Marc », répondis-je en serrant plus fort le téléphone. « Marc Besson. »« D'accord, Marc, les agents sont en route. Accrochez-vous. » Je hochai de nouveau la tête, mais la peur dans ma poitrine grandissait, rendant la respiration difficile. Je pouvais sentir les murs se refermer sur moi, l'air chargé de tension. Je devais faire quelque chose, occuper mon esprit, ou j'allais perdre la tête. Je jetai un coup d'œil au moniteur de sécurité, le petit écran clignotant avec les images granuleuses des caméras autour du motel. Il n'y avait que quelques caméras, une dans le hall, une sur le parking et une dans le couloir devant les chambres. Je basculais sur le flux du couloir, mon cœur sautant un battement en voyant l'homme debout devant la chambre 12. Il se tenait juste là, dos à la caméra, fixant la porte. Il ne bougeait pas, n'essayait pas de rentrer. Il se tenait simplement là, comme s'il ne savait pas quoi faire ensuite. Sa tête pencha légèrement, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Puis il tendit la main, sa main flottant juste au-dessus de la poignée de la porte. Mon souffle se bloqua dans ma gorge, tandis que je regardais, la peur dans ma poitrine se transformant en glace. Que faisait-il? Pourquoi n'entrait-il pas? Mon esprit courait à toute vitesse, imaginant des possibilités, chacune plus terrifiante que la précédente. Attendait-il quelque chose? Ou quelqu'un? Marc, tu es toujours là? La voix de l'officier crépita dans le téléphone, me sortant de mes pensées. Ouais, murmurai-je, mes yeux rivés au moniteur. Il est juste devant sa chambre. Il n'est toujours pas entré. D'accord, reste calme. Les agents devraient être là d'une minute à l'autre. Je ne répondis pas, trop concentré sur l'écran pour dire quoi que ce soit. L'homme se tenait toujours là, sa main tremblant légèrement alors qu'elle flottait au-dessus de la poignée. Et puis, lentement, il se détourna de la porte, ses yeux dérivant vers la caméra. Mon cœur s'arrêta. Il regardait directement la caméra, directement moi. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. C'était comme s'il savait que je le regardais, comme s'il pouvait voir à travers la caméra et dans mon âme. Son regard était intense, ses yeux fous fixant l'objectif avec une concentration terrifiante. Et puis, sans avertissement, il commença à marcher en direction du hall, vers le hall. « Marc, que se passe-t-il » La voix de l'officier était plus urgente maintenant, mais je ne trouvais pas les mots pour répondre. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder avec horreur l'homme s'approcher, ses pas résonnant dans le couloir vide. Il se rapprochait de plus en plus chaque seconde qui passait. Je pouvais entendre mon propre cœur battre fort et frénétique, couvrant tout le reste. La caméra montra qu'il tournait le coin, la porte du hall apparaissant à l'écran, et puis la porte éclata ouverte. Je laissai tomber le téléphone, mon corps figé sur place alors que l'homme entrait en trombe dans le hall. Ses yeux étaient fous, ses mains serrées en poing alors qu'il me fixait avec une fureur qui me glaça le sang. « Tu les as appelés, n'est-ce pas ?» gronda-t-il, sa voix basse et menaçante. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Mon esprit me criait de faire quelque chose, n'importe quoi, mais j'étais paralysé par la peur. « Ils viennent pour moi », siffla-t-il en s'approchant d'un pas. « Tu penses que tu peux simplement me livrer comme ça ?» Je reculai en titubant, ma main cherchant quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Mais il n'y avait rien, rien que de l'espace vide et la présence oppressante de l'homme devant moi. Il était juste en face de moi maintenant, son souffle chaud sur mon visage, ses yeux brûlants de folie. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il, sa voix tremblante de rage. « Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. » J'essayais de parler, d'essayer de raisonner avec lui, mais les mots ne venaient pas. Mon esprit était un tourbillon de peur et de confusion, mes pensées filant trop vite pour faire du sens. Et puis, avant que je puisse réagir, il se jeta sur moi, ses mains agrippant mon col.
J'essayais de me défendre, d'essayer de le repousser, mais il était plus fort qu'il n'y paraissait. Sa prise était comme de l'acier. « Tu es comme eux, grogna-t-il, sa voix épaisse de colère. « Tu t'en fiches. Aucun de vous ne s'en fiche. » Je pouvais sentir ses doigts se resserrer autour de ma gorge, coupant mon air. Je griffais ses mains, essayant désespérément de me libérer, mais c'était inutile. Ma vision commençait à se brouiller, les bords s'assombrissant alors que l'air était chassé de mes poumons. Et puis, juste quand je pensais que je ne tiendrais plus, j'entendis le son des sirènes, fort, perçant et se rapprochant. L'homme se figea, sa prise se desserrant juste assez pour que je puisse reprendre mon souffle. Il tourna la tête vers la porte, ses yeux se plissant alors que les sirènes se faisaient plus fortes, plus proches. Le son semblait le sortir de la rage qu'il avait consumée et il me relâcha, me repoussant alors qu'il reculait vers la porte. « Ils sont là », murmura-t-il, sa voix basse et frénétique. « Je ne peux pas les laisser m'attraper encore. » Je reculai en titubant, me tenant la gorge en essayant de reprendre mon souffle. La pièce tournait, mon cœur battant dans mes oreilles, mais je pouvais entendre les sirènes, le son des pneus crissant à l'extérieur alors que la police arrivait. L'homme me jeta un dernier regard, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de désespoir. Et puis, sans un mot de plus, il se retourna et s'enfuit par la porte, disparaissant dans la nuit. Je m'effondrais contre le comptoir, mes jambes trop faibles pour me soutenir. Ma poitrine se soulevait alors que je luttais pour respirer, mon esprit tournant avec tout ce qui venait de se passer. Les portes du hall s'ouvrirent à nouveau, mais cette fois, c'était la police. 2 officiers, armes au poing, leurs yeux scrutant la pièce à la recherche du condamné évadé. « Ça va ?» demanda l'un d'eux en se précipitant à mes côtés. Je hochai la tête, ma voix trop tremblante pour répondre. Je pouvais encore sentir la prise de l'homme autour de ma gorge, la terreur qui m'avait consumé dans ces derniers instants. Mais j'étais vivant. D'une manière ou d'une autre, j'étais toujours vivant. Les officiers ne perdirent pas de temps. Ils se séparèrent, l'un restant avec moi tandis que l'autre courait dehors pour fouiller les lieux. J'entendais le son de plus de sirènes approchant, des renforts arrivant pour assister à la recherche. Le hall était maintenant rempli d'activité, les officiers parlant dans leur radio, l'air chargé de tension et d'urgence. Alors que je restais assis là, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer, j'entendis une agitation à l'extérieur, des voix élevées, des cris, le bruit de pas rapides. Je levai les yeux juste à temps pour voir l'homme traîner de nouveau dans le hall, les mains menottées dans le dos, le visage tordu par un mélange de rage et de désespoir. « Ils l'ont trouvé sur le parking », expliqua l'un des officiers, la voix serrée de colère. Il essayait de voler l'une des voitures. L'homme se débattait contre la prise des officiers, ses yeux fous alors qu'il criait incohérent. Mais ils le maîtrisèrent rapidement, le forçant sur une chaise, tandis qu'ils le retenaient davantage. Le voir, si proche et pourtant si éloigné de la folie qu'il avait consommée juste quelques instants auparavant, me glaça le sang. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'officier, se tournant vers moi avec une expression sévère. Je pris une profonde inspiration, ma voix toujours tremblante en racontant les événements de la nuit. Je leur dis tout, l'arrivée de l'homme, son comportement erratique, le moment où il réalisa que j'avais appelé la police. Pendant que je parlais, je voyais les officiers échanger des regards, leurs expressions se durcissant. « On le cherchait depuis des heures », dit l'un d'eux en secouant la tête. « Il s'est échappé d'un établissement psychiatrique de haute sécurité dans le Nord, très dangereux. » Mon estomac se tordit à cette pensée. J'avais été face à face avec un condamné évadé, quelqu'un capable de je ne sais quoi, et j'avais été impuissant à l'arrêter. Alors que les officiers emmenaient l'homme hors du hall, ses yeux croisèrent les miens une dernière fois. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui me glaça jusqu'à l'os. Ce n'était pas juste de la folie, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas, quelque chose qui me hantrait longtemps après son départ. « Marc, » demanda l'un des officiers, me sortant de mes pensées. « Es-tu sûr que ça va? As-tu besoin de soins médicaux ?» Je secouai la tête, essayant toujours de digérer tout ce qui venait de se passer. « Je vais bien. Juste secoué, je suppose. »« Compréhensible, » répondit l'officier, son ton se radoucissant. « Tu as bien fait de nous appeler, qui sait ce qui aurait pu se passer si tu ne l'avais pas fait ?» Je hochai la tête, mais la réassurance fit peu pour apaiser la peur qui me tenait encore.
Je ne pouvais pas me défaire de l'impression que ce n'était pas fini, qu'il n'y avait plus que ce simple hasard de rencontre avec un condamné évadé. Et puis, juste au moment où les officiers s'apprêtaient à partir, l'une des radios crépita. La voix à l'autre bout était urgente, presque frénétique. « Nous avons une situation sur le parking. Nous avons besoin de renforts immédiatement. » Les officiers échangèrent un regard, leurs expressions devenant encore plus sérieuses. Sans un mot, ils se précipitèrent hors du hall, me laissant seul dans la pièce soudainement silencieuse. Mon cœur battait fort alors que je me levais, mes jambes encore tremblantes alors que je me dirigeais vers la porte. Je sortis, l'air frais de la nuit me frappant comme une gifle au visage. Le parking était éclairé par les gyrophares des voitures de police, projetant de longues ombres sur le sol, et puis je l'ai vu. Au bout du parking, près du bord du bois, se trouvaient 2 corps, ensanglantés et sans vie, étendus sur le sol. Je sentis une vague de nausée monter dans ma gorge, mon esprit luttant pour comprendre ce que je voyais. Les officiers étaient déjà là, accroupis à côté des corps, leurs visages sombres. L'un d'eux leva les yeux, croisant mon regard à travers le parking, et le regard dans ses yeux me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. L'homme, le condamné évadé, les avait tués. Tout faisait maintenant sens. Le sang sur ses vêtements, le regard fou dans ses yeux, la désespérance dans sa voix. Il avait assassiné ces personnes, peut-être un couple qui s'était arrêté pour la nuit et était venu au motel essayant de se cacher et d'échapper. Et j'avais failli devenir sa prochaine victime. Alors que la réalisation m'envahissait, je sentis le sol vaciller sous mes pieds, ma vision se brouillant alors que le choc prenait le dessus. Je reculais en titubant, mes jambes cédant alors que je m'effondrais sur le trottoir, mon esprit en ébullition. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais assis à l'arrière d'une ambulance, une couverture drapée sur mes épaules, mes mains tremblant de manière incontrôlable. La police était encore là, la scène entourée de rubans jaunes, leur voix un murmure lointain alors qu'ils s'efforçèrent de reconstituer ce qui s'était passé. Mais je n'avais pas besoin d'entendre les détails. Je connaissais la vérité, et c'était quelque chose qui me hanterait pour le reste de ma vie. Cette nuit-là, j'ai fait face au mal pur, un homme rendu fou par les horreurs qu'il avait façonnées, un homme qui avait pris des vies sans une seconde d'hésitation, et j'avais été impuissant à l'arrêter. J'y pense encore parfois, tard dans la nuit quand le monde est calme et que l'obscurité m'enveloppe. Je pense à ces pauvres âmes qui ont perdu la vie, à l'homme qui apportait la mort avec lui partout où il allait, et je pense à quel point j'ai failli être sa prochaine victime. Depuis, j'ai essayé de passer à autre chose, de remettre les morceaux de ma vie ensemble. Mais la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle reste tapie au fond de mon esprit, un rappel constant qu'il y a des ténèbres là-bas, juste au-delà de la lumière. Et parfois, quand je suis seul dans le silence de la nuit, je peux encore sentir ses yeux sur moi, me regardant, attendant. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne.